Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Bonjour. Que vous évoque la situation politique actuelle? Alors la situation politique actuelle, elle est marquée par évidemment les débats à l'Assemblée nationale autour du budget, débats qui n'en finissent pas, alors que le président de la République n'a pour seul objectif politique aujourd'hui que d'éviter une dissolution de l'Assemblée nationale, qui est le dernier rempart avant que lui-même ne soit remis en cause. Nous assistons à des débats autour de la loi de finances pour 2026, également du projet de loi de finances concernant la sécurité sociale, qui m'apparaît totalement déconnecté des véritables défis auxquels notre pays doit faire face. Quelles sont les origines de ces mots selon vous? Alors, notre situation financière est catastrophique, c'est ce dont traitent les débats à l'Assemblée nationale, les 3 345 milliards d'euros de dette, qui donnent lieu à une course à l'échalote fiscale, chaque parti politique préférant augmenter ce qu'ils espèrent être des recettes plutôt que de diminuer des dépenses. Mais il m'apparaît que tout cela passe à côté des véritables défis qui doit relever la France. Alors, quels sont-ils? Le premier élément, ce que l'on attend d'un pays, c'est qu'il continue à exister. Alors aujourd'hui, nous vivons une crise démographique sans équivalent, puisque pour la première fois depuis 1942, puisque le redressement démographique de la France démarre en 1942, eh bien, il y a eu en 2024 plus de décès qu'il n'y a eu de naissances. Voilà, 651 200 décès, 650 400 naissances. Voilà. Ça, c'est la question de fond. Un pays qui ne renouvelle pas ses générations est un pays qui est amené à disparaître. Il est amené à disparaître parce qu'il n'y aura plus de Français, d'une part, et puis d'autre part, parce que le vieillissement de la population entraîne bien sûr une sclérose générale de la société. Mais pour répondre à ce défi de la démographie française, il faudrait commencer par remettre en cause les dogmes sur le fait qu'il existerait plusieurs types de familles équivalents, que tous les modèles se vaudraient, que le mariage homosexuel et le mariage traditionnel ont la même valeur, et puis qu'une famille stable a également les mêmes conséquences pour le nombre d'enfants, pour l'éducation des enfants, qu'une famille décomposée puis recomposée. Alors, tout cela est faux. La démographie française ne pourra être redressée que si un primat est de nouveau donné à la famille traditionnelle composée d'un homme, d'une femme et d'enfants. Deuxième aspect de la décadence française, c'est l'effacement culturel et identitaire de la France. Plus personne aujourd'hui ne sait ce qu'est être français. Être français, aujourd'hui, le slogan est connu, cela s'hérite ou cela se mérite. C'était participer d'une histoire multiséculaire, d'une histoire millénaire, qui était un enracinement dans une terre, dans une civilisation, dans des croyances. Et aujourd'hui, tout cela a été remplacé par des concepts un petit peu universels qui ne peuvent pas suffire à définir la France en tant que telle. Ces concepts universels étant la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis un concept plus français qui est celui de la laïcité. Voilà, il y a plusieurs années, Antoine Sfeir, qui était à l'époque directeur des Cahiers de l'Orient, avait dit qu'être français, c'était adhérer à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis c'était refuser le fatalisme de l'affaire Dreyfus, de la défaite de juin 40. Ben, manifestement, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, cette définition ne suffit pas pour être français. Troisième défi auquel nous sommes confrontés profondément, c'est ce que j'appellerais l'utopie égalitariste et ses dérives sur le fronton de nos monuments publics, liberté, égalité. Et puis c'est le leitmotiv qui revient en permanence avec une grande confusion qui s'opère entre inégalité et injustice. Il faut bien sûr lutter contre les injustices, mais l'inégalité, c'est la vie. Or, la société dans laquelle nous vivons a fait de l'égalité un dogme qui n'est en fait que le faux semblant, le cache-sexe de motivations moins avouables que sont l'envie et la jalousie.
On peut également penser autour de cette égalité un appel récurrent aux notions de solidarité dévoyée dont Jean de La Fontaine avait déjà dénoncé les errements. C'est la fable que tout le monde connaît, la cigale et la fourmi. Bon, la cigale, elle en appelle à la solidarité de la fourmi, et la fourmi lui fait remarquer que si au mieux de faire la fête, elle avait travaillé, elle n'en serait pas dans cette situation. Voilà, aujourd'hui, on est dans un système où certainement on souffre de ce culte, de cette idéologie de l'égalité, et en particulier en détournant l'impôt de sa finalité. La finalité de l'impôt, c'est de demander à chacun de contribuer au bien commun en fonction de ses ressources et en fonction de ses capacités. Le sens véritable de l'impôt a été détourné puisque c'est devenu aujourd'hui un moyen de niveler les revenus des personnes avec toujours cet objectif de réduire les inégalités au nom de la justice. Autre défi qui n'est pas abordé dans le cadre de ces débats à l'Assemblée nationale, c'est bien sûr l'effondrement de l'école. L'avenir d'un peuple se construit dans ses écoles. Toutes les enquêtes qui se suivent, les enquêtes PISA, les sondages, les études qui sont faites sur le niveau scolaire des enfants manifestent un effondrement du niveau scolaire de l'ensemble des élèves scolarisés dans les établissements en France. Voilà, ça c'est une question de fond qui n'est pas abordée, et cela alors que les effectifs d'enfants scolarisés diminuent. Comme il n'est quasiment pas touché au nombre d'enseignants, on pourrait penser que l'on bénéficiera d'un meilleur encadrement, mais il ne semble pas que ce soit exactement la réalité. Et puis également, cette difficulté de l'école, c'est un dogme qu'il est dangereux peut-être, mais qu'il n'est pas anodin de remettre en cause, c'est bien sûr la scolarisation obligatoire de tout le monde jusqu'à 16 ans, qui entraîne un certain nombre de jeunes garçons, de jeunes filles à devoir suivre un parcours académique dans des collèges pour lequel ils ne sont pas faits. Tout ceci étant sous-tendu par quelque chose de très français, qui est le mépris des métiers manuels. Voilà, commencer l'apprentissage à 12-13 ans, c'est pas la même chose que le commencer à 16 ou 17. Et avec une conséquence qui est que l'objectif qui était celui de Lionel Jospin de mener 80% d'une classe d'âge au baccalauréat a trois conséquences. La première conséquence, c'est de dévaloriser le diplôme, de manière, je dirais, quasiment mécanique. La deuxième conséquence, c'est de créer une catégorie de personnes qui ont obtenu leur baccalauréat au finish, sans en avoir obligatoirement les capacités intellectuelles intrinsèques, et qui, parce qu'ils ont le baccalauréat, se prennent pour les émules de Pic de la Mirandole ou d'Einstein. Et ce sont, et d'ailleurs toutes les études le montrent, les électeurs, je dirais, qui constituent, au-delà de la population immigrée, la cible test des électeurs de LFI, de la France insoumise, c'est-à-dire des gens qui ont un niveau d'études par rapport à l'ensemble de la société reste faible, mais ce niveau d'études fait qu'ils aspirent à des responsabilités et à je dirais, une évolution sociale qu'il leur est difficile de leur accorder. Et puis également, cette crise de l'école qui conduit 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, c'est aussi réserver les emplois les plus modestes à des personnes qui n'ont pas obtenu le fameux sésame qu'est le baccalauréat, et donc mathématiquement orienter les métiers aux compétences intellectuelles les plus humbles vers une population qui n'a pas obtenu le fameux baccalauréat, le fameux sésame, et c'est donc un appel d'air incontestable pour des populations immigrées qui n'ont pas ce niveau d'études et qui accomplissent des tâches que les bacheliers estiment ne pas être à la hauteur de leurs compétences et de leurs diplômes. Et puis, dernier élément de ces maux dont nous souffrons, je pense, c'est la remise en cause de deux termes qui apparaissent comme quasiment obscènes. C'est la valeur travail. Voilà. Et il y a quelques années, il y avait un ministère du temps libre et il est considéré comme un progrès social chaque fois que le temps de travail demandé aux personnes présentes sur notre territoire national diminue. Voilà. Le travail apparaît comme une malédiction. Moins on travaille, mieux on se porte. Ce qui est bien sûr tout à fait pénalisant pour le service du bien commun et qui est quelque chose que l'on retrouve quand on a un petit peu l'expérience de la
la vie professionnelle. Quand vous interrogez des chefs d'entreprise sur leurs difficultés de recrutement pour du personnel à faible qualification, tous vous disent une des difficultés, c'est le faible écart entre la somme des minima sociaux possibles pour un certain nombre de personnes et les salaires les plus humbles. Voilà, aujourd'hui, on peut ne pas travailler et, alors bien sûr, ne pas être dans l'opulence et la prospérité, mais survivre, je dirais, de manière honorable. Et puis aussi, c'est la perte dans nos sociétés du sens de la responsabilité. L'incendie de Notre-Dame de Paris, d'une part, les vols des bijoux de la couronne au musée du Louvre, d'autre part, voilà, c'est de la faute de la fatalité, personne n'y peut rien, il n'y a aucun responsable. Eh bien, si à ce niveau d'exemplarité que devrait donner l'État, il n'y a aucun responsable, on ne voit pas pourquoi il y en aurait plus dans la société civile. Ces préoccupations vous semblent-elles prises en compte? Alors, c'est tout le drame. Alors, on renvoie, certains chroniqueurs l'ont évoqué, c'est le ministre des Finances de Guizot, donc le baron Louis, s'adressant à Guizot, qui à l'époque était président du Conseil, dit « Faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de bonnes finances ». Et aujourd'hui, on est dans une situation, les débats sur le budget le montrent bien, où en fait, on parle que de finances, alors que ces finances catastrophiques sont le fruit de mauvaises politiques, sans oser remettre en cause fondamentalement les mauvaises politiques qui nous ont menés à cette situation. Quelles sont les solutions? Alors les solutions, eh bien, c'est de revenir sur les idées fausses qui nous ont menés à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais ces idées fausses qui sont des tabous. Qui aujourd'hui peut prétendre être élu sur le programme suivant en remettant en cause quelques idées fausses? J'en cite quelques-unes. L'irréversibilité des avantages acquis. Les avantages acquis, le monde change. L'exemple le plus connu, c'est le régime des retraites des chauffeurs de la SNCF. Voilà, quand vous étiez dans la bête humaine et que vous passiez vos journées à la suite de Jean Gabin à charger d'énormes chaudières quand vous étiez à la retraite à 50 ans, ben, c'était pas un scandale parce que de toute façon, vous étiez mort de silicose à 52. Ben, aujourd'hui, le monde a changé. Ce système un petit peu particulier n'est plus conforme au bien commun et crée un sentiment d'injustice. Donc, quelques idées fausses à combattre. L'irréversibilité des avantages acquis, la primauté des droits sur les devoirs. Voilà, il n'est question que des droits de l'homme. Il n'est jamais question des devoirs des Français. Le refus des identités nationales. Le président Sarkozy avait cherché à créer un ministère de l'identité nationale pour savoir ce que c'était que d'être français. Ça va susciter un tollé général. C'est également, l'homme n'est pas qu'une monade qui ne voit en lui que la dimension soit de producteur, soit de consommateur. L'homme est un être de culture, et dans cet aspect culturel, l'homme est également un être religieux. C'est-à-dire que l'expulsion du domaine public de la religion est certainement un facteur de distanciation des personnes vis-à-vis de la chose publique. C'est également l'exaltation des droits individuels au détriment du bien commun. C'est le mépris de son histoire et de ses racines. C'est la culture permanente de l'excuse. Et puis enfin, c'est l'intangibilité d'un modèle social à la française, modèle social que, curieusement, personne ne cherche à imiter. Alors concrètement, me viennent en tête deux citations. Tout d'abord une citation de Winston Churchill, donc quand il vient d'être nommé Premier ministre en Grande-Bretagne. On est le 13 mai 1940. La situation des armées britanniques est catastrophique. C'est la survie de l'Empire, c'est la survie de la nation même qui est en cause. Et Winston Churchill se fixe comme programme: je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Voilà. Je crois que nous ne sortirons pas de la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui par de bonnes élections, avec un bon vote qui amènera aux responsabilités un gouvernement de redressement national qui, en douceur, pourra changer les choses. Je crois que ça n'est pas la réalité. Concrètement également, car cela fait partie de la réalité, nous pouvons nous appuyer sur la prophétie de Saint Pidis, s'adressant aux cardinaux français le 29 novembre 1911. Il leur disait: les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra jamais, la fille de tant de mérite, de tant de soupirs et de tant de larmes. Et puis enfin, très concrètement, pour chacun d'entre nous, n'attendant pas d'échéance électorale, le miracle qui ne viendra pas, nous pourrons faire nôtre
ce programme que se fixait le père Calmel il y a déjà 50 ans, je le cite. Nous maintenons quelques fortins irréductibles d'honneur chrétien, de culture chrétienne. Nous voudrions beaucoup plus que cela, mais bénissons le Seigneur qu'il y ait quand même cela et persévérons à travailler pour cela.